Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Dedans en collaboration avec Fait et Documents fondé par Emmanuel Ratti en 1996. Si vous vous demandez qui est Charlie Kirk, restez à l'écoute puisqu'aujourd'hui je reçois Pierre Debrague, directeur de publication de Fait et Documents, qui va vous éclairer avec précision sur cet homme qui avait de bonnes chances de devenir un jour président des États-Unis selon les propos de Donald Trump. Bonjour Pierre. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Alors, merci, hein, Pierre, d'être, avec nous sur Radio 22. Alors, qui est Charlie Kirk? D'où vient-il? Quel est son parcours? Quels étaient ses réseaux? Nous allons faire le tour de ce numéro 546. Chers auditeurs, abonnez-vous à Faits et Documents afin de comprendre qui est celui qui comptait parmi les figures les plus importantes du mouvement MAGA. Le lien est sous la vidéo. Alors Pierre, il y a ce numéro avec le portrait, de Charlie Kirk, mais il y a aussi, d'autres pépites. C'est bien ça? D'autres Pépites. d'autres pépites carrément, oui, bah, écoute, on a essayé d'élargir effectivement le portrait au mouvement MAGA dans son ensemble. C'est-à-dire que, quelque part, on s'est servi je vais dire entre guillemets, «de cet événement» qui était l'assassinat de Charlie Kirk pour, faire une sorte d'état des lieux du mouvement MAGA afin de le présenter au public français et francophone qui, malgré tout, on a souvent une vision assez parcellaire, hein, de ce qui se passe aux États-Unis. Donc voilà, notre idée, c'était de faire un peu une mise à plat, un petit audit du mouvement MAGA et donc qui était Charlie Kirk et comment il était perçu réellement aux États-Unis par le mouvement MAGA, en dehors du mouvement MAGA, et quelle était sa place. Voilà, quelle était sa place, quel était son rôle au sein de, au sein de ce mouvement. Et c'est pour ça que oui, on a élargi le portrait effectivement avec une page sur l'écosystème MAGA, donc c'est-à-dire on va y revenir, hein, une description des principaux groupes d'influence finalement qui composent le mouvement MAGA, et puis aussi une page dédiée aux influenceurs, parce que Charlie Kirk était un influenceur, et j'ai envie de dire l'un des plus importants, hein, parce que je crois que c'était 7 millions d'abonnés sur Instagram, Ouais. 4 millions d'abonnés sur YouTube, enfin voilà. Donc c'était l'un des plus importants influenceurs politiques aux États-Unis. Et donc sa disparition nous pousse aussi à sonder voilà, le monde des influenceurs politiques aux États-Unis, qui va potentiellement prendre sa place, qui étaient ses rivaux, qui étaient ses amis. En France, on connaît de loin effectivement quelques noms comme Candace Owens ou Tucker Carlson, mais on a voulu aller un petit peu plus loin. Et voilà, encore une fois, c'est pour présenter au public français ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. On va revenir sur, Charlie Kirk. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous dire, sa jeunesse, jusqu'à la fameuse rencontre, de, Bill, Montgomery? Ouais, et Bill Montgomery qui est effectivement un personnage important puisque c'est par son biais quelque part que Charlie Kirk va rencontrer ses futurs mécènes et structurer son mouvement, donc on va y venir. Mais avant toute chose, si tu me permets, juste en 2 mots, hein, je pense pour que ça soit plus clair pour les gens, je disais qu'il faut bien articuler Charlie Kirk et le mouvement MAGA parce que, à mon avis, c'est important de souligner le fait que, le mouvement MAGA, on a un peu du mal à l'appréhender, déjà que c'est compliqué aux États-Unis, mais c'est encore plus compliqué, en France. On a un peu du mal à l'appréhender parce qu'en fait, le mouvement MAGA, il est à l'intersection, des différentes tendances du conservatisme américain. Et si tu vois, il faut être capable d'appréhender ces différentes tendances. Alors pour schématiser, hein, pour aller vite, à mon avis, il y a 3 grosses tendances du conservatisme américain, en ce moment, et il faut être capable de bien les comprendre pour placer Charlie Kirk justement dans ce mouvement-là, tu vois? Donc à mon avis, la 1re grosse tendance du conservatisme américain, c'est ce qu'on va appeler l'alt-right, tu vois? La droite alternative, c'est-à-dire ce conservatisme populaire, très même populiste, hein, populiste, très ancré, assez radical, tu vois, assez identitaire, assez marqué, qu'on imagine assez bourrin, parce qu'on a l'image des rednecks, hein, tu vois, encore si on veut caricaturer, c'est ça. Mais en vrai, quand tu t'intéresses profondément aux penseurs de ces mouvements-là, et on va dire que peut-être que Nick Fuentes est peut-être l'une des figures émergées de cette mouvance, euh, bon, encore à appréhender aussi. On s'aperçoit que dans cette mouvance de l'alt-right, il y a des vrais penseurs, il y a des vraies références, et c'est pas simplement caricatural,
beauf, je sais pas quoi, hein. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont des références très européennes, Julius Evola, René Guénon, même, ils s'intéressent à Alain de Benoît. Enfin, tu vois, ça fait partie de leur Ah, c'est intéressant, ouais. ça, c'est intéressant, tu vois? Mais on développera. Donc ça, c'est, à mon avis, la première grosse tendance du conservatisme américain. La deuxième grosse tendance du conservatisme américain, c'est le conservatisme institutionnel, on va dire, qui représente le Parti républicain. Et ce conservatisme républicain fédéraliste, Charlie Kirk, a priori, allait s'insérer de plus en plus à l'intérieur de ce courant-là, parce que lui, il représentait une sensibilité à l'intérieur de cette tendance. On va y venir, hein. Et il faut savoir que cette tendance conservatisme institutionnel, ces dernières décennies, effectivement, elle a été très marquée par le néoconservatisme, qu'on connaît pour le coup, qu'on a bien étudié ces dernières années en France. Néoconservatisme, en deux mots, hein, ce sont ces anciens militants, activistes, trotskistes qui se sont, on va dire, reconvertis politiquement et même civilisationnellement, si je peux dire, au judéo-christianisme. Tu vois, et avec tout ce que ça comporte en termes de basculement géopolitique, tout ça, le soutien à Israël, machin. Donc voilà. Donc je dirais, voilà, l'alt-right, ensuite le conservatisme institutionnel, Parti républicain, néoconservateur, et une troisième tendance qu'on ne va pas forcément développer ici aujourd'hui, mais qui représente aussi, à mon avis, l'évolution du conservatisme américain, c'est le techno-conservatisme. Et là, on fait bien sûr référence à Elon Musk, à Peter Thiel, on en a déjà parlé aux Lumières obscures, on en a déjà parlé, hein, dans des émissions précédentes, on y reviendra certainement très prochainement. Mais ça, c'est plutôt le conservatisme des élites. Enfin, je veux dire des nouvelles élites, hein, de la Silicon Valley, etc. Tu vois. Et donc tout ça pour dire que le mouvement MAGA, il est à l'intersection de conservatisme populaire, conservatisme institutionnel et conservatisme des élites, tu vois, techno-conservatisme. Et donc Charlie Kirk, si tu veux, il évolue et il connaît son ascension, une ascension fulgurante, hein, parce que ça va être très très vite, hein. Dès 18 ans, je veux dire, il fait sa première télé à 17 ans, à 18 ans, il construit son mouvement. Tu vois, là, c'est vraiment la décennie de 2010 pour lui, elle passe à la vitesse de la lumière, quoi. Et donc, il évolue dans ce contexte, qui est un contexte un peu mouvant, quoi. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, je voulais faire ce préambule parce que ça me paraissait important. Pour répondre à ta question, qui est Charlie Kirk? D'où vient-il? Il vient de la banlieue de Chicago, la banlieue UP, hein, la banlieue aisée de Chicago, d'une famille à sensibilité républicaine, mais effectivement, lorsqu'on pousse un peu l'investigation, on se rend compte que quand même, il était très poussé par sa grand-mère. Son père a trouvé le nom de son mouvement, Turning Point. Hein, apparemment, c'est quand même son père qui lui a suggéré, donc ça veut dire qu'il y avait quand même une implication familiale. Et puis son père, il y a ce petit fait marrant, c'est-à-dire que c'était un architecte et il aurait été chef de projet pour à la création, la construction de la Trump Tower dans les années 80, tu vois. Oui, oui, oui. Donc ça dénote quand même, ça, il y a quand même un petit milieu et une petite connotation, quoi, voilà. Et donc il vient de ce milieu-là. Donc je te disais, avec une sensibilité républicaine, même si on sait que, bon, ça c'est à la marge, mais il a une sœur qui, elle, est plutôt démocrate, fan de Bernie Sanders. Bon, voilà, c'est Sanders, pour ouais. les petits détails. Mais en fait, Charlie Kirk, qui grandit, si tu veux, avec une envie idéologique, conservatrice et républicaine, mais il grandit dans les années Obama. Donc, il se prend la vague progressiste, Obama, démocrate, tu vois. Et ça, pour cette génération-là, et pour lui, a fortiori, c'est vraiment fondateur, tu vois. C'est vraiment, ça va définir effectivement son idéologie politique, son parcours, etc. Et donc, très tôt, c'est quelqu'un qui va s'engager dans l'activisme politique et qui va rentrer en confrontation avec ses camarades de classe, avec ses professeurs. Tout de suite, tu vois, il va prendre le créneau, effectivement, conservateur, valeurs traditionnelles, tout ça, et il va y aller tout chousse, hein, il va y aller à fond. Et c'est comme ça qu'il construit. Après, il a ses propres références, en tout cas, il va chercher ses propres références. Donc, par exemple, Milton Friedman, c'est une référence importante pour lui. Milton Friedman, bon, en deux mots, hein, c'était un économiste néolibéral juif new-yorkais, qui est le fondateur de l'école de Chicago, justement, en économie, qui était très en vogue dans les années 80. Mais, si tu veux, il faut remettre encore dans le contexte, c'est-à-dire qu'en 2008, sous Obama, on a la crise financière aux États-Unis, la crise de subprime, tu vois. Et ça, c'est pareil, pour la structuration psychopolitique de Charlie Kirk, ça a été une sorte de détonateur aussi, tu vois. C'est assez fondateur
dans sa mentalité. Et c'est pour ça qu'il va s'intéresser voilà, à des penseurs aussi comme Friedman et à l'économie néolibérale, etc. Parce qu'il a quand même cette idée de il faut dégager le marché de l'emprise de l'État, etc. Tu vois, parce que là, je termine en 2 mots là-dessus. Friedman, c'était l'ennemi de Keynes, qui représentait une autre école économique, etc. Donc, il a ces références-là, une sorte, il se construit un peu avec, d'un côté, la question économique, et puis de l'autre côté, effectivement, la foi, les valeurs traditionnelles, le conservatisme, et il est, comme c'est la puissance de la jeunesse, hein, il est très vite offensif, très vite, même je dirais presque un peu arrogant, tu vois, un peu arrogant. Et il se fait connaître, je crois, à 17 ans, en publiant un premier papier sur le site de Breitbart News, qui est un site alors dont on avait beaucoup entendu parler en France à l'époque parce qu'il était incarné par Steve Bannon. Mais il y avait d'autres gens hein, derrière Steve Bannon. Hein. Il y avait des gens qu'on connaît moins, qui étaient le fondateur Andrew Breitbart, mais il y avait aussi un activiste juif pro-sioniste qui s'appelait Larry Solov. Et si tu veux, Breitbart, c'était un site populiste conservateur qui revendiquait d'être pro-sioniste. Mmh. Vraiment, c'était vraiment, il revendiquait la liberté d'expression et le soutien à Israël. C'était, si tu veux, c'est presque dans la charte, quoi. Et Charlie Kirk, il commence à écrire dans Breitbart News et à s'affilier avec eux. Et son premier papier fait un petit retentissement qui lui permet de passer à la télé. Donc, à 17 ans, il fait sa première télé, je crois que ça va être Fox News, ou une chaîne qui dépend de Fox News. Et tout de suite, bon, je ne sais pas si ça lui monte à la tête, mais tout de suite, très vite, il va abandonner les études et se lancer à fond, quoi. Se lancer à fond dans l'activisme politique. Je te dis avec une grosse tendance religieuse, mais on va y venir, puisque ça se construit au fur et à mesure, voilà, hein, chez lui aussi, quoi. Il se radicalise petit à petit. Et donc au début, voilà, il est plutôt affilié à Breitbart et il est plutôt en vogue et on va dire assez offensif par rapport à l'avancée progressiste au sein de l'éducation nationale. Au début, ses premiers combats, c'est ça. Hein. C'est vraiment dire, voilà, on en a marre que les étudiants soient forcés de penser comme ci, comme ça. On veut le retour aux valeurs traditionnelles, blablabla. Quoi. Donc, c'est comme ça qu'il émerge. Et du coup, ben, il se fait remarquer. Il se fait remarquer. Comment ça se passe? Qui le remarque? Qui le propulse? Parce qu'on a un petit jeune qui est plein de fougue. Voilà, ils disent: «Bon, voilà, on a quelqu'un d'assez intéressant. Ce serait aussi intéressant peut-être de le mettre en avant» et qui va le repérer? Bah, c'est le Bill Montgomery dont tu as parlé tout à l'heure, qui est lui qui est installé, qui a quasiment 70 ans quand il rencontre Kirk pour la première fois. Donc je crois que c'est en 2012. Kirk a 18 ans. Il participe à une table ronde sur un campus dans une université privée catholique, parce qu'il quand même dans ces milieux-là, quoi. Et Bill Montgomery, bah, il remarque ce jeune plein de fougue, quoi. Et puis tout de suite ils vont connecter et il lui propose effectivement de créer un contre-modèle à une organisation, une association étudiante qui s'appelait Move On aux États-Unis, qui représentait justement la tendance démocrate Obama. En fait. Et Ouais. parce qu'il y a il y a beaucoup de dialectiques comme ça hein, aux États-Unis depuis même les années 70-80. Il y a une structure qui se crée dans un camp, on va créer le pendant de l'autre, et puis ça, tu vois, ça s'arrête jamais quoi. Donc là, il y avait la structure Move On, et puis eux, ils se sont dit, bah, on va faire le Move On de droite, on va faire le Move On républicain, et donc ils ont appelé ça Turning Point. Donc Turning Point USA qu'on va appeler pour les commodités TP USA, je sais pas, entre nous. Et donc sur conseil de Bill Montgomery et avec l'aide de Bill Montgomery, parce que Bill Montgomery va devenir le trésorier dans un premier temps, ils vont mettre sur pied effectivement cette association étudiante. Et puis surtout, grâce au carnet d'adresses de Bill Montgomery, et ben là, Charlie Kirk qui va connecter avec les puissants, les mécènes potentiels du monde républicain au sens large. Tu vois. Et c'est là effectivement qu'il va faire la rencontre de milliardaires, de multimillionnaires, et il va les démarcher même. Hein, il va les démarcher parce que c'est pas forcément Bill Montgomery qui lui dit c'est bon, machin va te signer un chèque. C'est plutôt tiens, si tu vas là-bas, tu peux rencontrer Bidule. Et Charlie Kirk, qui est plein de culot, et puis qui est à fond, quoi, qui y croit vraiment, et bah, effectivement, il va rencontrer Alors, il y a des histoires plus ou moins rocambolesques où il croise le mec dans l'escalier, blablabla. Mais parce qu'il regardait, ça c'est pareil, c'est des petites anecdotes, mais apparemment,
il listait un peu les personnages importants, tu vois, et il mémorisait leurs photos. Il se disait putain, quand je le croise en vrai, faut pas que je le loupe, tu vois. Et donc, à un moment, il en croise un, je crois que c'est Foster Price, et il va le voir, il lui dit bon bah voilà, moi je suis en train de mettre ça sur pied, il faut vous m'aidiez, nanana. Et il arrive effectivement assez vite à se faire financer, quoi, à financer la structure. Et la structure va prendre un essor monumental et très vite, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'avoir les réseaux, bon, c'est bien, mais après, il faut trouver les finances et justement, c'est qui sont les personnes, qui vont financer, qu'est-ce qu'elles représentent, comme idéologie, c'est qui ces gens-là? Bah, les plus cités sont effectivement Foster Price, Bernie Marcuse, Robert Schillman. Enfin, tout ça, c'est des donateurs. Ce sont des donateurs du Parti républicain la plupart du temps, mais qui sont aussi très souvent marqués par leur soutien financier à l'État d'Israël, qu'ils soient juifs ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, je te donne les plus importants. Robert Schillman et Bernie Marcuse sont effectivement des financiers juifs et donc, on va dire, de manière assez logique, quelque part, soutien de l'État d'Israël. Mais Foster Price, qui est un industriel texan, je crois, n'est pas juif, mais il fait partie aussi de cette mouvance qui représente une histoire, une époque, si tu veux, hein. Je te disais tout à l'heure du conservatisme institutionnel, hein, tu vois, et c'est quand même des choses qui sont très ancrées, quoi. Et encore plus aux États-Unis. Et donc, lui, c'est pareil, c'est un grand donateur de l'État israélien, etc., quoi, tu vois. Alors que lui, c'est plutôt un Texan chrétien, tu vois, philanthrope, etc., tu vois. Et donc, ouais, ouais, c'est en connectant avec ces gens-là qui va pouvoir développer son mouvement et développer les différentes branches de son mouvement. On va y venir, je pense. Alors ça, alors moi, quand j'ai lu, le fait document, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais les États-Unis, c'est une autre histoire parce qu'ils créent, TP, USA mais même dans TP USA, il y a d'autres branches, hein, TP, pour la foi, hein, Dieu, TP éducation, Blexit, qui encourage les Afro-Américains à abandonner, la culture, victimaire. C'est mais TP USA, c'est vraiment une machine de guerre. Je pense que c'est important que les Français le comprennent. C'est une institution, ça a des impacts. On l'a vu, hein, pendant, la campagne présidentielle, ça a eu des impacts, à ce niveau-là. Bah, en fait, le but de TP-USA, c'était de mobiliser la jeunesse. Mobiliser la jeunesse à tous les niveaux. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a TP Action. Alors, TP Action, c'est précisément pour les élections, mobiliser la jeunesse pour les élections. Donc, tu as parlé de TP Face, qui est effectivement qui revendique une Amérique chrétienne. On a TP Éducation qui valorise l'éducation chrétienne. Et le Blexit, hein, qui était porté d'ailleurs par Candace Owens, qui a été porte-parole de TP USA pendant 2 ans. Donc voilà, l'intention des minorités. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, on ne se rend pas compte parce qu'effectivement, TP USA s'est vite déployé sur une majorité de campus aux États-Unis. Et il a réussi à se structurer, alors à coup de millions évidemment, mais aussi grâce on va dire, au charisme et à l'énergie de Charlie Kirk, et puis cette capacité à mobiliser des militants autour de lui, quoi, tu vois. Et donc effectivement, TPUSA est devenu présent dans une bonne partie des campus américains, avec à chaque fois une section, une sous-organisation, etc., et à organiser des événements, et, si tu veux, voilà, à se surdéployer, quoi. Et en fait, en France, on ne comprend pas trop parce qu'on n'a pas cette culture des C'est campus. ça. Mais aux États-Unis, c'est hyper important, c'est fondamental, tu vois. Et donc, par cette présence-là, et par son énergie débordante, Charlie Kirk est vite devenu indispensable au Parti républicain, puisque, en fait, il est devenu une sorte ouais, comme un lobby, quoi, comme un lobby puissant qui peut aider, quoi, qui peut aider. Et en 2016, il a soutenu effectivement Donald Trump. Charlie Kirk qui était même le bras droit officieux de Donald Trump Jr. Lorsque celui-ci se déplaçait. Souvent, il se déplaçait avec Charlie Kirk, qui faisait un peu l'intermédiaire avec la jeunesse, tu vois. TP USA s'est ensuite mobilisé en 2020, toujours en faveur de Donald Trump. Bon, après, il y a eu l'histoire des élections, il y a eu le Capitole, etc. D'ailleurs, il avait envoyé
Charlie Oui, c'est un Kirk avait portrait. envoyé des militants en bus, et puis quand ça s'est mal passé au Capitole, il a effacé ses tweets et tout ça parce qu'il s'est dit bon, ça va se retourner contre moi, donc il s'est fait un peu discret. Sous Joe Biden, il s'est fait un petit peu plus discret, il était plus replié sur la religion et un peu moins sur la politique. Mais en 2024, pour l'élection de 2024, l'influence de Kirk et de TP USA, elle est hyper prégnante. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi il a participé activement à l'élection de Donald Trump. Il a fait ce qu'on a appelé de la chasse au vote. C'est-à-dire que dans les États les plus sensibles, les swing states, etc., ils faisaient du porte-à-porte. Ils faisaient du porte-à-porte. Ils se sont mobilisés plus que personne. Et selon les statistiques, effectivement, à travers la jeunesse et à travers même les minorités ethnique aux États-Unis, il semblerait que TP USA a eu une énorme influence, tu vois. Et Ouais. je dis pas qu'elle a fait basculer l'élection, mais si tu veux, elle a vraiment, vraiment joué son rôle et vraiment pesé au niveau du mouvement MAGA. Et ça lui était d'ailleurs, ça lui était reconnu, quoi, tu vois. Oui, oui, c'est assez énorme, hein. Ils sont présents sur 3500 campus, plus de 450 employés chargés de recruter et les réseaux sociaux cumulent plusieurs millions d'abonnés, hein. C'est vraiment énorme, Ouais. vraiment, c'est assez Ils ont joué dingue. la guerre des réseaux sociaux, tu vois. Ouais, 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 non, mais c'est assez impressionnant, hein. Faut vraiment, lisez ce fait document, hein, si vous voulez, vraiment tout comprendre, sur Charlie Kirk et tout ce qui l'entoure. Alors, Charlie Kirk, il a toujours revendiqué, être un fervent, chrétien évangélique? Bah, alors déjà, il vient d'une famille de protestants, donc il y a cette fondation-là chez lui. Et oui, il a toujours revendiqué son côté protestant évangélique. Mais si tu veux, au début des années 2010, il est quand même beaucoup plus modéré sur la question politico-religieuse, dans le sens où il défend encore l'idée, tout en se revendiquant protestant, il défend encore l'idée qu'il doit y avoir un certain respect de la laïcité, tu vois, de la séparation de l'Église et de l'État, on dirait en France. Au début des années 2010, il est quand même là-dedans. Et puis, plus il va grandir, plus il va évoluer, plus il va se radicaliser. Alors, souvent est cité l'exemple du Covid. Le passage Covid, apparemment, ça a été aussi une sorte de petit déclic chez lui, où il a trouvé ça scandaleux que voilà, on puisse pas aller dans les lieux de culte, etc. Ça semble-t-il beaucoup joué dans sa radicalisation religieuse. Et c'est vrai que dans les années 2020, eh ben, il devient ce qu'on a appelé lors de notre dernière émission sur CNews, il devient un nationaliste chrétien. C'est-à-dire qu'il est vraiment sur l'idée il faut christianiser les institutions politiques. Voilà, il n'y a plus du tout de séparation, plus du tout de laïcité. Et il est sur une vision biblique de la politique, de plus en plus. Donc, mais ça, c'est intéressant de le mettre en perspective à l'aune de son évolution très rapide, parce qu'en fait, à mon avis, c'était quand on creuse, hein, c'est ce qui ressort un peu de notre enquête, c'est qu'il était quand même encore en cheminement sur toutes ces questions. Et il évoluait de manière un peu aléatoire. Il y a un côté un peu bricolé, parce que par exemple, on rapporte ce fait, c'est-à-dire qu'il devait sortir un livre là, en fin d'année. Il devait sortir un livre dans lequel il faisait l'apologie de la pratique du sabbat Oui. pour les chrétiens. Et ouais, parce que alors ça représente une des espèces de, parce qu'il y a tellement de tendances aux États-Unis, tu sais, mais des sectes, des sous-sectes, etc. Mais il était dans cette espèce de truc un peu personnel où l'idée c'était voilà de s'approprier des pratiques juives tout en considérant qu'elles étaient plus importantes que certaines pratiques chrétiennes, mais tout en considérant que par-dessus tout on était chrétien. Donc je t'ai dit, il y a cette espèce de d'attelage là, moi je dis un peu bricolage religieux qui laisse penser il était encore en évolution quoi, sur toutes ces questions, mais il était un peu atypique. Voilà, c'est un chrétien malgré tout un peu atypique. On sait qu'il était un peu attiré à la fin de sa vie par le catholicisme aussi. Tu vois, il y a tout un tas de. Bah, j'ai envie de te dire, il évoluait parce que depuis 18 ans qu'il est là-dedans, il évolue avec son âge, donc les idées elles changent et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes autour, qui peuvent Il y a aussi, son, il y a son entourage, l'influencer. il y a son entourage, mais bon, ce qui est sûr et ce qui est marqué de ces dernières années, c'est qu'il était quand même dans une vision très judéo-chrétienne, Mmh. très philosémite, très sioniste. Je veux dire, c'était politiquement, c'était quand même un ultra sioniste.
Et puis il y avait cette vision, oui, civilisationnelle, judéo-chrétienne. Et, voilà. Et quand je te dis que c'était un vrai sioniste, c'était un vrai sioniste. Oui, oui, oui. Il avait voyagé en Israël, il avait le contact direct avec Netanyahou. Ses mécènes, on en a parlé, étaient en partie des juifs sionistes. Il avait soutenu l'intervention à Gaza là, publiquement, tu vois. Bon, il appartenait, je t'ai dit, il travaillait encore avec Breitbart. Il a Oui, oui, gardé le oui. Breitbart, tu vois, qui est qui est un site pro-sioniste revendiqué. Donc il était quand même très très marqué. Mais, donc là on va y venir, c'est vrai que dans les dernières semaines, je dirais même à peine les derniers mois avant son assassinat, il semblait s'opérer un revirement sur la question sioniste. Oui, oui. Alors justement, il y avait, une figure, bien connue, c'est, Candace Owen. Quel impact elle avait, elle, dans ce mouvement? Candace, c'est quelqu'un qui s'est politisé sur le tard. C'est quelqu'un qui, en fait, avant l'élection de Trump, on lui connaît pas vraiment de sensibilité politique, sauf à, semble-t-il, une considération démocrate et même une sorte de. Bon, il y a une déclaration publique officielle comme ça où elle souhaitait la mort carrément, je crois, du Parti républicain avant l'élection de Donald Trump et peut-être même une certaine opposition à Donald Trump dans les tout premiers temps, tu vois. Et Mmh. puis après l'élection de Donald Trump, elle a émergé, un peu sortie de nulle part politiquement, et là elle s'est bon, il y a un peu le phénomène de la néo-convertie, tu sais, elle s'est mise à fond dans le Trumpisme et dans le mouvement MAGA, et donc elle a voulu absolument en être et en faire par tous les moyens. Et effectivement, elle est devenue une des figures en 2017 de TP USA en incarnant justement Blexit, la branche Blexit dont tu parlais tout à l'heure, qui veut dire Black Exit, et qui est effectivement l'idée de sortir de la victimisation culturelle et politique pour les minorités. Mais c'était très marqué minorité noire afro-américaine, hein. C'était comme ça l'idée à la base. Et donc elle était l'incarnation de ce mouvement-là. Mais Candace, c'est pareil, elle était très sioniste. Elle Oui, était, très oui, oui, et jusqu'à très récemment, je veux dire, elle s'est fait limoger du Daily Wire en 2024. Donc c'était il y a un peu plus d'un an, tu vois. Daily Wire qui appartient à Ben Shapiro, enfin dont Ben Shapiro, oui. Shapiro, enfin qui appartient à Ben Shapiro, dont on va parler tout à l'heure, mais qui est lui sur une ligne effectivement très ultrationniste, tu vois. Et donc Candace, elle était dans ce moule-là, elle était totalement. Mais depuis son limogeage, effectivement, elle s'est radicalisée sur la question israélienne. Elle s'est convertie au catholicisme et elle s'est radicalisée, je dirais même plus globalement, sur ce qu'on va appeler la question juive, avec tous les guillemets qu'on peut mettre. Donc l'influence de Candace, en tout cas, c'est sûr qu'ils étaient en lien avec Charlie Kirk, c'est sûr qu'ils ont évolué ensemble. Et on va dire que la radicalisation récente de Candace Owens, elle avait certainement son impact sur les questionnements de Charlie Kirk. De la même Oui, manière que Tucker Carlson, dont on va parler après, je pense, il était un peu dans ce schéma-là aussi, donc ça a dû jouer aussi. Mais si tu veux, Charlie Kirk, il avait le cul un peu entre deux chaises. Il était lui-même en construction idéologique, un peu fragile, un peu précaire idéologiquement, un peu pris entre deux feux, entre le monde d'où il venait, sa vision religieuse, certains de ses amis, l'évolution de la situation. Parce que par exemple, l'une des dernières correspondances qu'il a avec Benjamin Netanyahou, c'est donc au mois de mai, c'est quoi, 2 mois, 3 mois avant sa mort, avant son assassinat. Il écrit à Benjamin Netanyahou pour lui dire j'ai l'impression que je suis tout seul aux États-Unis à vous défendre, mais la situation devient telle que il faut que vous m'aidiez. En gros, je n'arrive plus, je n'ai plus les armes sur le terrain culturel pour répondre aux antisionistes. Tu vois, c'est un peu ça. mmh. C'est-à-dire que vous, Israël, vous êtes en train de perdre la guerre informationnelle. Il faut que vous me donniez des arguments, il faut que vous me donniez des moyens, il faut que vous m'aidiez parce que je ne vais pas y arriver, parce que en fait, la situation en creux, c'était un peu, ça devient intenable, ça devient très difficile de vous défendre vu ce que vous faites à Gaza. Et help, tu vois, il y avait un peu ce côté-là, tu vois, donc une relation très ambiguë avec Netanyahou et Israël, quoi. Mais tout ça pour dire que Kirk, voilà, il est dans les marécages. Il avait cette image. Il jouissait d'une image de leader d'opinion hyper fort, hyper charismatique.
l'enquête que nous avons menée révèle plutôt quelqu'un d'un peu, je te dis, en cheminement, en construction, un peu précaire, un peu fragile, et qui était effectivement pas à l'abri d'évoluer d'une manière ou d'une autre, tu vois. Donc Oui, c'est se posent les questions effectivement de son assassinat dans ce contexte, tu vois. oui, c'est ça, il y avait aussi, Candace Owen qui elle, bon, elle a dû, partir de TP-USA parce qu'elle a eu des propos, sur Adolf Hitler et on sentait vraiment, qu'il était tiraillé parce qu'il y a un deuxième événement qui a lieu, et pas des moindres puisque c'est vrai que Candace Owen et Tucker Carlson ont basculé de pro-sionisme à anti-sionisme et c'est vrai qu'on on voit bien il voit tout le monde partir, en fait. Lui, il est là, il voit tout le monde partir. Il a quand même des correspondances et par exemple, le 3e événement, c'est qu'il refuse de, désinvestir, Tucker Carlson, d'un événement de Tipeee USA Ouais, et ouais, ça alors ça aussi, ça a des conséquences. Ça a des grosses ça conséquences, ça fait du ouais, ouais, bruit. ouais. Oui, ça a des conséquences puisque, comment il s'appelle? Le financier Shillman Shillman, a ouais. retiré, puisque Kirk refusait de désinviter Tucker Carlson, qui était l'un des invités habitués, si tu veux, une des têtes d'affiche des événements de type USA. Il a refusé de le désinviter là en 2025, alors qu'il était prévu. Et Robert Shillman, semble-t-il, pour ce motif, a retiré, a annulé une promesse de don de 2 millions qu'il avait faite, 2 millions de dollars qu'il avait faite pour TP USA. Donc ça veut dire que Kirk, là on est juste avant sa mort. Hein. C'est-à-dire que Kirk, on est tu vois, on est vraiment C'est vraiment avant, c'est vraiment avant. juste avant, tu vois. Et ça veut dire que Kirk, il est dans ce moment, il est de on dirait ce momentum où il est en train de se dire, si je prends cette direction, est-ce que je vais tout perdre ou quelle forme ça va prendre? Il faut que je fasse un choix, tu vois. Je vais là-bas ou je vais là-bas, mais ça devient tranché, tu vois. Et il est à ce moment-là, il est dans ce dilemme-là, au moment effectivement de sa disparition. Et donc oui, il y a cet événement-là, mais il y a aussi le fait que, si tu veux, dans son potentiel revirement antisioniste à Kirk, ou en tout cas dans ses questionnements antisionistes très récents, il y avait le fait que Kirk s'est positionné contre la guerre en Iran, contre l'Iran, auprès de Donald Trump. Alors ça, Aussi, oui. semble-t-il, il s'est déplacé à la Maison Blanche pour en parler personnellement avec Donald Trump. Il semblerait que ça soit très mal passé d'ailleurs, que apparemment Donald Trump l'aurait renvoyé dans ses 40 mètres, comme on dit, en lui disant occupe-toi de ce que, mêle-toi de ce qui te regarde, en gros. Mais donc, il avait quand même voulu se positionner sur cette question, ce qui allait à l'encontre, effectivement, de son sionisme ultra. Tu vois. Donc, il y avait ça. Il y avait le fait qu'il était sorti, il avait fait des sorties publiques où il s'interrogeait sur le rôle du Mossad dans l'affaire Epstein, puisque Oui, c'est le 15 juillet 2025, hein, en direct. Il parlait de Epstein et Maxwell, agents du Mossad qui piégeaient, les politiciens en les filmant, pour justement, manipuler, les politiques, quoi. exactement. Donc, on sait que cet été, voilà, cet été, l'affaire Epstein a ressurgi à la faveur d'un étrange clash Trump-Musk à la base. Et que ça fait débat aux États-Unis, que ça polarise, et que donc Kirk s'était positionné, et voilà, il avait eu ces questionnements-là aussi. Et puis, il avait même émis des doutes euh, sur, on va dire, l'origine du 7 octobre, sur Oui, le positionnement des uns et des autres, et notamment du gouvernement israélien, lors du 7 octobre, tu vois. oui. Et donc, Il s'était déplacé en Israël, il se posait beaucoup de questions, il disait que c'était pas trop normal, et que Netanyahou, à ce moment-là, était dans une situation très difficile et que ça tombait bien, en fait. voilà, et donc le fait de sortir tous ces arguments, ou en tout cas ces questionnements de manière publique, c'est vrai que ça prouve qu'il oscille, tu vois, il oscille. Alors je ne sais pas si ça allait jusqu'à l'infléchissement, mais en tout cas, ça prouve qu'il y avait. Alors, côté positif de ce point de vue-là, c'est que bah, il doute, il se pose des Oui, questions, il continue à réfléchir, mais ça démontre aussi une certaine fragilité, et il est possible effectivement que ça ne plaise pas à tout le monde. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas plu à Robert Schillman, et ça n'a certainement pas plu à d'autres de ces mécènes qui, en gros,
le finance aussi pour avoir une ligne claire et précise sur tout un tas de points, et notamment la question israélienne, qui Oui, est... c'est ça, c'est que c'est eux qui financent et il y a encore même d'autres, hein, événements. Ils voulaient inviter, Marjorie Taylor Greene, alors que c'est vraiment pour le coup, une opposante, farouche à l'EPAC. Il a même déclaré, face à Ben Shapiro, qu'il n'avait pas aimé ce qu'avait pu dire, Netanyahou, dans le New York Times, où il dit: «Vous ne pouvez pas être MAGA si vous êtes anti-israélien», et surtout, dernier message important envoyé par Charlie Kirk sur un groupe WhatsApp le 9 septembre 2025, dévoilé par Candace Owen le 7 octobre 2025, où il dit la veille de son assassinat: «Je ne peux pas et je ne veux pas être intimidé de cette manière. Cela ne me laisse d'autre choix que de quitter la cause pro-israélienne». Là, Bah, c'est assez évocateur. C'est assez évocateur. Ça, comment dire, ça indique une direction. Après, il faut être capable de relier tous les éléments. Et je te dis, il y a quelque chose de mouvant quand même, hein, quelque chose de mouvant. Déjà, il y a quelque chose de mouvant dans le parcours de Kirk, mais il y a quelque chose de mouvant plus globalement dans la politique israélienne, parce qu'on sent bien qu'il y a toutes ces questions dans la politique américaine, pardon, dans la politique américaine, et on sent bien qu'il y a toutes ces questions, et notamment la question juive et israélienne, qui traverse la politique ouais. américaine, et Mmh. qui est en train de peut-être prendre une autre direction, effectivement. Mais Et c'est puis, ça qui est. Vas-y, vas-y, excuse-moi, vas-y. juste un fait qu'on n'a pas relevé, c'est que Kirk aussi était très critiqué pour son sionisme par les militants de l'alt-right dont je te parlais en introduction, c'est-à-dire que, notamment Nick Fuentes, mais aussi d'autres, c'est-à-dire qu'il le voyait vraiment comme, il était très mal vu de l'alt-right, Charlie Kirk. Ça, c'est à mon avis quelque chose d'important à dire aux Mmh. Français, parce qu'on ne fait pas forcément la distinction en France entre le mouvement MAGA, l'alt-right, les nationalistes chrétiens, etc. Charlie Kirk n'était pas du tout validé par les représentants de l'alt-right, et notamment pour son sionisme, mais aussi pour son positionnement religieux, tu vois, parce que les militants de l'alt-right, on va dire formés politiquement, si tu veux, ils sont sur la défense d'une certaine idée de l'Amérique blanche, d'accord, mais pas forcément chrétienne, et pas du tout sioniste et philosémite, tu vois. Et Mmh. pour eux, Kirk, c'était un peu un traître, c'était un peu un agent de l'establishment, un concurrent, et il n'avait pas trop à la bonne, hein. Il n'avait pas trop à la bonne. Mais tout ça pour dire que Kirk, il évolue aussi au milieu de ces critiques-là. Tu vois, il était très critiqué aussi par la base politique de droite américaine. Tu vois. Et c'est ça, c'est super intéressant, hein, parce qu'on sent vraiment, ce tiraillement, de Charlie Kirk qui est piégé entre les financiers ultrasionistes, qui ont créé, même qui arrosent, hein, type USA, face à d'autres personnes, hein, Candace, Tucker, Marjorie, qui eux, ben, du coup, c'est vrai qu'ils sont sortis de ça. Ils ont basculé, pour aller vers, voilà ce qu'ils appellent l'America First, c'est ça, c'est l'America First, hein, d'abord, heu et du coup, c'est vrai que, hem, on pourrait se dire, hein, par rapport à ce qu'il avait pu dire la veille de sa mort, on se dit: «Mais si jamais il bascule, c'est toute la jeunesse, américaine qui le suive, qui peut possiblement basculer aussi, quoi». Donc Bah, Charlie Kirk, c'est vraiment un élément central et on se les mecs, ils peuvent se dire: «Attends, nous on te finance, voilà, pour faire des choses, pas pour dire que tu vas quitter, le mouvement, qui est plutôt pro-israélien. Donc si jamais tu pars, il y a toute la jeunesse qui se barre avec toi, quoi». c'est-à-dire qu'il avait beaucoup de pression. Il avait aussi beaucoup d'ennemis. Il y avait beaucoup d'enjeux et il avait beaucoup d'ennemis. Et c'est vrai que s'il avait fait ce basculement, on peut faire des spéculations, on peut penser qu'il aurait perdu beaucoup de choses. Mmh. Et d'ailleurs, se pose la question de son assassinat, évidemment. Oui. Mais il aurait certainement perdu ses soutiens financiers, politiques, médiatiques. Ça aurait été une toute autre aventure, tu vois. Mais en était-il réellement capable? Parce que c'est-à-dire que là, ce qui ressort des derniers jours avant sa mort, ce sont plutôt effectivement des doutes, tu vois? Moi, je te dis, je le sens vraiment en inquiétude. Je ne sais pas s'il était si déterminé que ça à faire un basculement, tu vois? Mais en tout cas, c'est sûr qu'il se posait la question et que c'était peut-être déjà trop pour, heu, Ouais. pour certains.
Mais faut pas oublier que voilà, il était, je t'ai dit, très critiqué, beaucoup d'ennemis, mais même là, on a parlé des ennemis on va dire du camp de droite, mais il était évidemment détesté aussi, d'où son meurtrier présumé. Hein. Il était effectivement détesté par la gauche démocrate et une bonne partie de la jeunesse, tu vois. Oui, oui. Donc, du coup, c'est vrai que bon, arrive le moment fatidique, hein, il sera assassiné, le 10 septembre, 2025 et il y a eu beaucoup de spéculations concernant, sa succession à la tête, de TPUSA. Beaucoup annonçaient voir, Ben Shapiro, mais ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas Ben Bah non, Shapiro. non, c'est effectivement sa veuve, Erika Kirk, qui reprend la tête de TPUSA. Politiquement, ce qui a souligné, c'est que la veuve semble remettre TPUSA dans une ligne justement très tranchée qui ne semble pas correspondre au dernier questionnement de Kirk lui-même. Tu vois, elle a l'air de le remettre sur les rails hyper judéo-chrétien sioniste, très institutionnalisé, institutionnalisable, et elle fait fi, on va dire, des derniers doutes et des derniers questionnements idéologiques émis par son mari, quoi. Après, sur Erika Kirk, il n'y a pas énormément de choses à dire, que c'est bon, elle descend d'une famille de catholiques suédois. C'est une influenceuse, en fait. C'est une C'est une, influenceuse, oui. c'est une ancienne Miss. C'est Oui. ancienne Miss Arizona 2012. Et c'est une influenceuse, on va dire, dans le lifestyle chrétien. Donc elle a énormément d'abonnés elle est sur tous les réseaux sociaux. Et donc elle reprend effectivement TPUSA, mais je te dis, elle va le remettre sur la ligne chrétien, catho, sioniste, voilà, judéo-chrétien, tout ce que tu veux, quoi. Mais par contre, beaucoup d'observateurs l'imaginent jouer un rôle lors de la prochaine présidentielle américaine. C'est-à-dire Mmh. beaucoup l'imaginent aux côtés de J.D. Vance, qui sera potentiellement le successeur de Donald Trump. Oui. Beaucoup l'imaginent faire campagne aux côtés de J.D. Vance pour justement profiter de cette image de veuve du martyr. Alors là, je dis ça en termes politiques, presque de marketing, tu vois, mais il y a quand même c'est les États-Unis, hein, donc il y a quand même cette image dont ils vont certainement se servir effectivement politiquement, quoi. Alors ça, c'est le portrait de Charlie Kirk et le mouvement MAGA, hein, très important. Abonnez-vous à Faits et Documents, si vous voulez en savoir plus, hein. Évidemment, c'est beaucoup plus dense que ça, mais bon, on n'a pas le temps de tout voir. Il y a aussi l'écosystème, MAGA, très important, on en parlait au début, l'écosystème MAGA. Alors, l'écosystème, il y a, beaucoup d'associations un peu partout, on s'y perdrait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet écosystème, aux États-Unis de l'écosystème MAGA? Bah, nous, on a voulu démontrer aussi, on voulait sonder, jauger la place de TPUSA au sein du mouvement MAGA, et on voulait montrer, bah, voilà, que le mouvement MAGA, c'est un peu composite, c'est un paysage un peu hétéroclite, même si c'est tout de même marqué par voilà, il y a quand même des marqueurs communs, hein, qui sont le côté très, très chrétien sioniste, très libéral, conservateur. Donc il y a quand même cette idée d'allier le capitalisme et la religion, hein. C'est quand même ça les gros marqueurs du mouvement MAGA, tu vois. Après, il y a différentes évolutions, différentes époques, différentes générations. Mais donc, TPUSA, c'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle structure en vogue du mouvement MAGA. Mais on a voulu mettre en avant les plus grosses organisations qui composent le mouvement MAGA pour montrer qu'il y avait différentes sensibilités, quoi. Voilà, différents groupes de pression au sein du mouvement MAGA. Donc dans le numéro, on en a sorti, on en a mis en évidence 6. Donc on a l'America First Policy Institute, la Fondation Héritage, la Fondation Young America, et puis après des un peu plus mineurs, hein. Donc je ne sais pas si tu veux qu'on développe Alors en c'est deux. intéressant parce que, c'est le mouvement MAGA, mais qui a aussi, des impacts en France. On en parlait, dans le dernier, numéro, 545 avec Alexandre, Peset. Eh ben, ça, c'est la Fondation Héritage. Alors, la Fondation Héritage, c'est vrai qu'elle pèse assez lourd aux États-Unis, et elle essaye d'influencer. C'est un peu l'idée des lobbies, hein. Donc, elle essaye de peser sur l'administration Trump. Vraiment. Bon, ils essayent tous, hein, à leur manière, hein, pour faire évoluer l'administration
dans leur sens. Et la Fondation Héritage, elle est effectivement sur une ligne. Bon, à la base, c'est un groupe, on va dire, libéral-conservateur assez classique, mais c'est vrai que ces dernières années, elle a proposé une vision un peu plus radicale de la politique, et à tel point que officiellement, l'administration Trump a voulu prendre ses distances avec la Fondation Héritage. Mais selon les rumeurs, des dossiers, des rapports de la Fondation Héritage transiteraient à la Maison Blanche. Alors bon, c'est difficile d'y voir clair et de déceler le vrai du faux dans cette affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que la Fondation Héritage, elle est sur une ligne pareille, nationaliste chrétien assez marquée, avec une dimension ethnique. Hein. C'est quand même un nationaliste chrétien blanc, si tu veux, assez marqué, et avec des recommandations politiques assez fortes. Mais effectivement, c'est par l'entremise de cette fondation que certains de nos nationalistes chrétiens français, dont on a parlé la dernière Oui. fois, essayent de connecter avec l'administration Trump. C'est-à-dire qu'elle fait un peu le lien, effectivement, entre les nationalistes chrétiens de ce côté-ci de l'Atlantique. Et là, notamment, on met en valeur Alexandre Peset, avec sa femme américaine, qui a permis à Kevin Roberts, qui est donc là, le ponte de la Fondation Héritage, de rencontrer en France Marion Maréchal, Éric Zemmour, Sarah Knafo et des proches de Jordan Bardella. Parce que voilà, ils essayent de. On sait très bien que ces nationalistes français essayent de se raccrocher au Trumpisme d'une manière ou d'une autre. Donc ils passent aussi par ces associations-là, quoi. Oui, oui, et justement, c'est Alexandre Peset de l'IFP, hein, l'Institut de formation politique, hein, qui a formé la quasi-totalité de la nouvelle droite française. Hein. On peut dire, voilà, Dornella, Bardella, Alice Cordier, Damien Rieu, etc., etc. Donc c'est important de le savoir, hein, c'est important de comprendre que voilà, nos nationalistes sont influencés aussi depuis les États-Unis. Alors, dans cet écosystème, il y a d'autres, Save America, par exemple. Save America, ouais, Save America, c'est une petite structure créée par Donald Trump lui-même pour faire face au procès, pour un peu payer il fait payer par les autres ses déboires, mais ça fait partie effectivement des structures Non, mais tu vois, c'est intéressant c'est vraiment américain, même pour justement ces problèmes de procès. C'est quand même super bien structuré, quoi. Je veux dire, c'est Ouais, quand ouais, bah, même super bien Save structuré. America, Save America, ça fait des levées de fonds pour les campagnes présidentielles, voilà, ça structure le mouvement MAGA, on va dire un peu économiquement, quoi. Mais oui, Tu vois, oui, comme c'est pas quelque chose qui pourrait se transposer en France, ça? Ça pourrait se faire parce que ça existe pas en France, en tout cas aussi bien structuré, j'imagine, ça existe pas, quoi. bah, j'imagine que pour des questions juridiques, c'est peut-être pas forcément facile, mais c'est vrai qu'il y a pas la même imagination, Mmh. heu, en France. Il y a pas la même, expérience, il y a pas la même, c'est pas le même rapport. Mobilisation, ouais. Ouais, 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 tout est un peu différent. En fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte, on a l'impression qu'on comprend la politique américaine, mais on comprend pas forcément très bien la politique américaine parce qu'on comprend assez mal, je dis de manière générale, hein, je dis en France, on comprend assez mal la culture américaine. C'est ça. Et Kirk, d'ailleurs, c'est un bon exemple de ce point de vue-là, parce que les commentateurs politiques français de droite, à la CNews et compagnie, ils ont fait de Kirk le roi de la liberté d'expression aux États-Unis. C'était le plus grand débatteur, le plus grand Ouais, dialecticien. Et je suis désolé de dire que c'était pas exactement la vérité, c'était pas exactement représentatif de la vérité. C'est-à-dire que ça, c'est calquer une certaine idée française du débat sur les États-Unis. Or, les États-Unis ont des codes. Ils ont des codes différents, ils ont des codes particuliers. C'est pour ça qu'on a tendance, par exemple, à considérer que Donald Trump, les médias de grand chemin ont beau jeu de considérer que Trump est un abruti qui ne sait pas faire trois phrases. Mais au niveau des codes américains, c'est le roi de la maîtrise ouais, des codes ouais. américains. Et les codes américains, c'est pas parler comme un abruti à des abrutis. Hein. C'est pas ça. C'est qu'il utilise une certaine rhétorique. Et Kirk, de ce point de vue-là, n'était pas le roi de la rhétorique à l'américaine. Il était même un peu en dehors des clous de la rhétorique traditionnelle américaine. Et son côté, je vais sur les campus et je débat et je suis le plus fort en débat, ça c'est l'image
qu'on a voulu c'est l'interprétation qu'on a voulu avoir en France, mais c'était pas la réalité. En fait, il y avait beaucoup de mise en scène. C'est-à-dire que quand il allait sur les campus, il était hyper préparé, il y avait une mise en scène et il n'y avait pas une vraie conversation, un vrai échange avec les étudiants qui l'interrogeaient, tu vois. C'était en fait, c'était des mecs qui défilent, qui lui posent une question à laquelle lui il répond paf à la vitesse de la lumière avec une punchline et hop on passe au suivant. Alors que la tradition américaine c'est vraiment on fait des arguments, des contre-arguments, il y a un vrai échange, il y a une vraie construction, tu vois, au niveau de la réflexion. Et Kirk de ce côté-là, de ce point de vue-là, c'était plutôt un entrepreneur, et avec le côté évangéliste justement, tu vois, c'était plutôt un orateur évangélique de ce point de Oui. vue-là, hein, sur le terrain politique, tu vois. Mais il était plutôt là pour sortir des sentences, paf, 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 il faut penser comme ci, comme ça. Mais en vrai, c'était pas le plus grand penseur, le plus grand idéologue qu'on trouve aux États-Unis, tu vois. Il y a une petite mystification aussi. Oui, c'est ça, c'est très important, hein. C'est pour ça vraiment, abonnez-vous à Fait Document si vous voulez vraiment comprendre, l'écosystème MAGA, hein. Il y a 2 mondes, hein, entre, ce qu'on peut nous expliquer et la réalité et tout est dedans. Alors il y a aussi les influenceurs, MAGA, hein. On a par exemple, Ben Shapiro, on en a parlé tout à l'heure, Tucker Carlson aussi. Et bah, ça, c'était aussi pour montrer aux Français que le mouvement MAGA, c'était un peu un magma, dans le sens où voilà, c'est un truc un peu en ébullition, en évolution, et que bon, bah, tout le monde représente une certaine tendance, mais il y a quand même des points d'accroche, tu vois, et puis des points de divergence. Donc Ben Shapiro, lui, c'est vraiment dans la bande. C'est un personnage très important aux États-Unis, hein, Ben Shapiro, Ouais, hein, ouais, ouais. dans les influenceurs. Il est là depuis longtemps d'ailleurs. Lui, c'est vraiment le juif ultra-sioniste qui a été financé d'ailleurs par une figure néoconservatrice américaine qui s'appelle David Horowitz. Et lui, évidemment, il est passé par Breitbart. Il en est parti d'ailleurs en considérant que Steve Bannon était un antisémite et qu'il Limite, ouais. était persécuté par Steve Bannon et Donald Trump. Donc ça, c'était assez marrant. Mais il a créé son propre média qui est le Daily Wire, qui fonctionne très très bien aux États-Unis, à tel point que je crois que Ben Shapiro aujourd'hui est millionnaire, tu vois, Mmh. grâce à son média. Et donc lui, il est vraiment, il est sur cette ligne conservatrice, néocon, un peu plus traditionnelle, tu vois. Oui, et qui te Candace Owen, travaillait, avec Et, lui d'ailleurs. et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Candace Owens, jusqu'à très récemment, travaillait pour lui, quoi. Voilà. Mmh. Une autre influenceuse, il y a Alex Jones aussi, Alex Jones, qu'on connaît Bah, depuis longtemps, Alex Jones. Alex Jones, c'est la vieille garde. Oui, C'est la vieille garde qui a lui, bah, c'était un des pionniers hein, de ce point de vue-là. Hein. Il a ouais, émergé quoi, dans fin des années 2010, des années oui, oui. 2000, début des années 2010. Lui, c'est pareil. Alors lui, il était sur une ligne un peu plus populiste, conspirationniste quand même. Il était quand même beaucoup sur les sujets, on va dire conspi entre guillemets. Et il a fait des millions. Hein. Il a énormément d'audience, il a généré énormément d'argent. Et en fait, ces dernières années, il est un peu en retrait parce qu'il a eu beaucoup de problèmes judiciaires, Oui, beaucoup de ça lui a procès. coûté cher. Voilà, ça lui coûtait cher. Il a des divorces, des problèmes avec sa femme, d'ailleurs, qu'il a traité d'antisémite. Sa femme était juive. Enfin, voilà, c'était des Ah, trucs un peu. Donc, il est un peu en retrait. Mais le Alex Jones d'aujourd'hui, maintenant, c'est Tucker Carlson. Si oui, tu veux. alors, oui, Tucker Carlson, très Tucker intéressant Carlson, de Fox News. voilà, c'est le nouveau Alex Jones. C'est un ancien de Fox News qui s'est fait virer là, pareil, en 2023, je Ouais. crois. Euh, qui a coûté très très cher à ses patrons parce que alors je crois que ce qui lui était reproché, c'est d'avoir considéré que Au niveau des votes, ouais. le vote, ah ouais, ouais, c'est ça, lors de l'élection de 2020, le trucage avec les machines Dominion, etc. Il avait fait une sortie publique sur Fox News et Fox News était sous la menace d'un énorme procès qui allait coûter des millions et des millions. Oui, oui. Finalement, je crois que comment il s'appelle, la famille Murdoch qui détient Fox News a fait un arrangement à l'amiable qui a coûté très 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 cher et du coup a jarté, Tucker. a dégagé Tucker Carlson qui s'est reconverti sur X, sur les réseaux sociaux et principalement sur X, et qui est devenu, voilà, je te dis, le nouvel Alex Jones parce que c'est lui maintenant la figure du populisme un peu conspirationniste Oui, qui sur cartonne, Internet qui cartonne, et puis, et qui cartonne.
les interviews de Poutine, enfin Il a c'est réussi à avoir Poutine. Il faut savoir heu que Tucker Carlson, c'est un fils d'ambassadeur, donc il avait peut-être des réseaux aussi, tu vois? Mais alors ça ouais, ouais, il cartonne, c'est sûr, ouais, hein. alors il y a, Tucker et il y en a un qui est, qu'on voit arriver là, récemment, qui est là depuis longtemps en fait, hein, qui est beaucoup, beaucoup suivi, aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en France, on le voit pas trop parce que, un peu comme Alain Soral d'ailleurs, on l'a dégagé de tous les réseaux, c'est, Nick, Fuentes. Alors, Bah, Nick qui Fuentes, c'est ouais, Nick Fuentes, c'est le Charlie Kirk, trash, un peu. c'est ça, C'est la version, alors c'est un nationaliste chrétien, si on veut schématiser aussi, mais il est pas du tout philosémite. C'est pas la version philosémite du nationalisme rien à chrétien. voir. Et donc c'est aussi pour ça qu'il est effectivement, banni de la plupart des réseaux sociaux et qu'il est un peu invisibilisé. Donc lui, il est très marqué antisioniste, antimondialiste, et cetera. D'ailleurs, c'est marrant, il vient de Chicago aussi. Heu, il vient de la banlieue de Chicago aussi, un peu du même milieu. Mais il est très important, il est très influent sur la jeunesse, radicalisée américaine sur internet, mais il est quand même un peu marginalisé, un peu tenu à distance, par le trumpisme officiel, hein. Évidemment, ils peuvent, alors il est pas non plus, on sait qu'il avait été reçu avec Kanye West, je crois qu'il y a 2 ans, il me semble. Oui, oui, beh, récemment aussi, Tucker, alors je crois il a été invité par, Tucker, Oui, ré alors ça, il faut en parler. C'est-à-dire qu'il était en guerre, mais enfin, donc je voulais dire, voilà, il est quand même un peu tenu à distance par le trumpisme officiel parce que non plus, voilà, c'est un peu très radical. Il représente, ce que je te disais, lui, c'est un peu la figure de l'alt-right aussi, hein, donc c'est un peu différent, quoi. Mais il était en relation difficile, effectivement, très difficile avec Candace et Tucker Carlson oui, notamment. Kirk, il critiquait très vertement Charlie Kirk, mais il était en plus ou moins en guerre ouverte avec Candace et Tucker Carlson, qui considéraient comme des agents russes. Alors bon, parce que c'est compliqué tout ça, il y a tous les sujets, si tu veux. C'est-à-dire que Nick Fuentes, il est anti-sioniste, anti-mondialiste, mais il n'est pas russophile, hein. Il est pas russophile. Et puis, même sur l'assassinat de Kirk, il a pris à revers ce que les gens imaginaient, oui, en termes de position, c'est que lui, il a écarté la piste israélienne. c'est ça. Et donc ça a surpris beaucoup de monde. Euh, et, et Tucker Carlson considérait que Nick Fuentes était un homosexuel, plus ou moins Dans sa refoulé, cave. vivait dans sa cave. Enfin bon, voilà, ils se sont échangés quelques insultes. Et là, très récemment, je crois qu'il y a 10 jours à peu près, ils ont fait une émission en commun. Donc il y a une sorte de réconciliation. Donc tout ça, c'est pour ça que je te dis, c'est en mouvement. Tu vois, c'est pour ça que le mouvement MAGA et le Trumpisme est assez difficile à appréhender parce que quelque part, c'est encore en construction. Mmh mh. Et, et avec ce qui va venir, avec ce dont je te parlais tout à l'heure, le technoconservatisme, les nouvelles élites euh, de la Silicon Valley voilà, qui sont sur une vision quasi planétaire, politique et planétaire, on peut imaginer que ça va durer encore des décennies, cette histoire. Donc c'est difficile d'en faire un bilan, tu vois. Oui, alors on peut pas en faire un bilan, mais c'est vrai que quand on voit les figures qui sont là, hein, Ben Shapiro, Carlson, Fuentes, Alex Jones, Owen, le tout ce beau monde, à part Fuentes, était vraiment antisioniste et là, ça a, pour le coup, carrément basculé avec, Alex Jones, Owen et Carlson qui sont allés plutôt du côté, de Fuentes, quoi. Il y a eu quand même un basculement qui s'est opéré. Ouais, 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 moi, c'est parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la question israélienne, et a fortiori encore plus depuis le 7 octobre, Oui, et a fortiori encore plus depuis, on va dire, le remodelage du Proche-Orient, là, par les États-Unis en partie. La question israélienne, on s'en rend pas forcément compte, ou on veut pas forcément le voir, on va dire, du côté des médias institutionnels français, mais elle est déterminante. C'est vrai qu'elle est, c'est comme une ligne de fracture aux États-Unis, et de plus en plus, elle détermine un peu la vision globale, tu vois. mmh. Donc, ouais, ouais, ça veut dire quelque chose, effectivement, que les influenceurs les plus importants du mouvement MAGA euh, de plus en plus basculent du côté antisioniste. C'est sûr que ça veut dire quelque chose. Après, je te dis, il y a des guerres entre eux, il y a des guerres de chapelle, il y a des guerres d'ego, il y a tout un tas de niveaux. Je ne sais pas qui restera debout
de tous les influenceurs MAGA dont on a parlé là, je sais pas, on refait la même émission dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je sais pas qui sera encore là, tu vois? Eh beh, on le dira, on se verra dans 1 an ou 2 ans pour faire le Ouais, point, au numéro, 855. En tout cas, abonnez-vous à Faits et Documents, hein, le lien est sous la vidéo. Alors bien sûr, il y a pas que ça, hein, il y a aussi, OJE, le bras de fer juridique d'Israël en France, le réacteur à neutrons, Badinter au Panthéon. En tout ouais, cas, heu, Pierre, tu important voulais dire quelque Badinter. chose? Bah, important Badinter, c'est vrai que donc il y a eu la panthéonisation en 2 mots, hein, en 2 secondes, hein, la panthéonisation de Robert Badinter, ça a été l'occasion pour nous, à Fait ce document, de refaire sa biographie, quoi. Et là, c'est vrai qu'on a synthétisé, les plus beaux réseaux, parce qu'en fait, l'idée, c'était de mettre en avant les réseaux de Robert Badinter, et ça, c'est assez parlant quand même sur une certaine idée de la Cinquième République, tu vois? Et effectivement, des gens qu'on panthéonise, parce que, et je le dis en 2 mots, il était quand même membre de toutes les plus grandes coteries, de l'architecture de domination, française, tu vois? C'est-à-dire que Ouais. Club Le Siècle, très, 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 très proche du Grand Orient de France. Bon, alors il était, a priori, il n'était pas franc-maçon, mais on le considère comme un maçon sans tablier, comme on dit. Évidemment, l'ICRA, CRIF, Fonds social juif unifié, donc très Ouais, proche, et vraiment partout, c'est un truc, ça clignote de très proche, partout là, hein. très proche des Rothschild. Alors ça c'est très peu su, mais il faut savoir il a été déterminant dans la refondation de Rothschild & Co, au milieu des années 80. Parce que tu sais qu'au début des années 80, le gouvernement de Pierre Mauroy, donc ça, on est sur le premier mandat de François Mitterrand, avait nationalisé, la banque Rothschild. Et pendant 2 ans, les Rothschild se sont retrouvés comme ça dans une situation un peu compliquée. Et c'est par l'influence que Robert Badinter avait sur François Mitterrand que les Rothschild ont pu obtenir une nouvelle licence bancaire et remettre sur pied Rothschild & Co. Rothschild & Co qui va donner Emmanuel Macron, comme on le sait, Ah plus ça, c'est tard. très important, très important. Ça, c'était important de le rappeler, tu vois. Mmh. Et moi, j'avais été un peu choqué de voir que certaines personnalités à gauche, LFI, je pense à Rima Hassan notamment, avaient salué la Mmh. panthéonisation de Robert Badinter. Je me dis, c'est dommage parce que ils n'ont pas compris, et en tout cas, elle n'avait pas compris que Badinter, c'était vraiment un rouage essentiel de la superstructure de domination capitaliste et sioniste, hein, parce qu'il est très marqué sioniste aussi. Et sa femme aussi, hein, Elisabeth Badinter, très marquée, très sioniste aussi, tu vois. Donc, voilà, je pense que c'est bien d'aller au bout, grâce à notre petit portrait. Oui, et le petit portrait a très bien fait, donc on invite aussi la gauche à s'abonner à Faits et Documents, c'est important, hein, pour pas tomber, dans les pièges. Donc écoute, Pierre, merci de ta présence. Concernant le prochain numéro, est-ce que tu as, des petits indices, ou c'est la surprise? Bah, J'essaye de gratter un peu, hein. ouais, je peux te dire que ça va concerner quelqu'un qui brigue la mairie de Paris. On va devenir c'est pas une éboueuse, j'espère? Je peux pas en dire plus. OK Mais Pierre, éc ce que je peux te dire, c'est on va bien rigoler quand on va faire l'émission. ouais, beh, j'imagine, j'imagine. Écoute Pierre, je te remercie, hein, encore une fois. Abonnez-vous à Faits Documents. Pierre, je te dis au revoir. Merci à tous. Merci à toi, à plus tard.